Salut les filles! Donc, cette semaine, on voit les chapitres 4.4 et 4.5, les sections en fait. Donc, les récepteurs sensoriels et le système musculo-squelettique, c'est finalement notre dernier chapitre pour le... c'est vraiment notre dernier chapitre de matière en fait. Donc, ça va être ça pour cette semaine. Vous allez voir, il y a quand même vraiment beaucoup d'exercices qui sont rattachés à ce chapitre-là. Vous allez avoir un forms aussi à compléter éventuellement, puis un document de révision aussi, si je ne me trompe pas. Donc, ça vous fait assez de matériel jusqu'à la fin de l'année. Je vais essayer de vous trouver des capsules aussi pour vraiment le mois de juin, là, qui vont vous montrer un peu plus des capsules informatives intéressantes de ce qu'on aurait fait techniquement d'ici la fin de l'année, si on avait été évidemment à l'école. Okay? Donc, dans ces récepteurs sensoriels, c'est là que vous auriez disséqué l'œil, que vous allez faire l'année prochaine si jamais vous voulez. Et c'est là qu'on aurait regardé aussi des éléments du cerveau, tout ça. Donc, on va comment y aller avec ça. Pour le chapitre 4.4, comme je vous disais, c'est vraiment les récepteurs sensoriels. Donc, ça, c'est vraiment lié à nos sens. Okay? Donc, je pense que j'apprends rien à personne en disant qu'on a 5 sens. Donc, évidemment, le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe et le toucher. Okay? Donc, ça, c'est vraiment nos 5 sens. Puis, on va voir les organes qui sont liés avec ces 5 sens-là. Donc, premier récepteur sensoriel, évidemment, l'œil. Okay? Donc, l'œil, comme je vous en parlais, c'est vraiment une zone super importante. C'est ce qui nous permet de voir. Okay? C'est évidemment l'organe principal qui est associé à la vue. Donc, c'est super... c'est l'organe qui est en lien avec la vue. On n'a pas le choix d'avoir un œil si on veut voir. Il y a plusieurs sections de l'œil. Normalement, si je vous l'aurais fait apprendre par cœur, là, évidemment, non. Ce que vous devez reconnaître, c'est vraiment... Ce que vous allez devoir savoir de l'œil, c'est vraiment les zones où la lumière se déplace. Donc là, on peut voir que la lumière a franchi différentes sections de l'œil pour se rendre jusqu'à la fin, ici. Okay? Donc, la tache jaune où il y a le plus de récepteurs sensoriels, c'est là qu'il y a toutes nos petites cellules nerveuses qui permettent de faire la réception des signaux de lumière qu'on reçoit dans notre œil et qui envoie ça par le nerf optique ici, là, directement à notre cerveau. Okay? Si on fait un lien avec la matière de la semaine dernière, on se rappelle que on avait les nerfs crâniens qui nous permettaient donc de recevoir l'information. Ça en est un. Ça, c'en est un. Okay? Donc, le nerf optique, ça fait partie d'un des nerfs crâniens. Donc, évidemment, il est dans notre tête, il est dans notre crâne. Il se rend directement à notre cerveau, puis il nous permet de comprendre qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on regarde. Okay? Donc, c'est ce qui permet de traiter l'information, la lumière qui est captée par notre œil. Il y a différentes sections. Okay? Donc, on va les voir ensemble. Premièrement, il y a les couches de l'œil. Donc, évidemment, les membranes, c'est ce qui permet à l'œil de garder sa forme puis de rester stable. Donc, on a la couche externe, qui est la sclère, ici. Okay? Donc, c'est vraiment la membrane qui est rigide. Okay? C'est ce qui permet le blanc de l'œil. Quand on voit du blanc dans notre œil, c'est la sclère. Donc, ça, là, c'est vraiment ce qui permet à l'œil de garder la forme. C'est super dur. La deuxième couche, c'est la choroïde. Okay? Fait que c'est la membrane intermédiaire. Il y a plein de vaisseaux sanguins. Ça nous permet de faire des échanges avec les cellules de notre œil puis les cellules de l'extérieur de notre œil. Donc, c'est super important. Puis, on a la rétine. Okay? Donc, la rétine, c'est la couche qui est vraiment interne. Okay? Elle est tapissée de plusieurs millions de cellules nerveuses. Donc, c'est vraiment ce qui reçoit la lumière puis ce qui va permettre d'envoyer le signal au cerveau. Okay? Il y a le prolongement. Okay? Donc là, ici, juste pour pas vous mélanger, là, vu qu'on est dans les couches externes, il y a la sclère, là, la blanche, là, elle continue évidemment jusqu'à l'avant de notre œil. Okay? Quand c'est en avant de notre œil, ça devient transparent. Okay? Puis ça s'appelle la cornée. Okay? Ça, c'est vraiment la couche là, transparente qu'on voit devant notre œil, qui permet donc, encore une fois, de laisser entrer la lumière. Okay? Si c'était trop opaque, la lumière ne pourrait pas passer, tout simplement. Donc, ça, c'est pour les 3 couches de l'œil. On a ensuite, comme je vous ai dit, le nerf optique qui renvoie l'information reçue ici sur les petits neurones, les petites cellules nerveuses. Donc, ça l'envoie directement au cerveau. On a la tache aveugle, donc c'est le point de jonction entre le nerf optique puis la rétine. Donc, c'est la jonction qui nous permet de recevoir toute la lumière. La tache jaune, ok, ça c'est la tache donc, comme je vous disais, qui permet de faire le lien, qui reçoit toute l'information, pardon. Puis la tache aveugle, ça c'est la lumière, elle n'est pas reçue là.
OK, fait que c'est vraiment juste une jonction, mais il n'y a pas de lumière qui est perçue, là, le petit point ici. On a ensuite deux types d'humeur. On a l'humeur vitrée, qui est à l'intérieur de notre œil. Donc ça, c'est comme une substance gélatineuse qui garde la forme de notre œil et qui est transparente, donc qui laisse passer la lumière. Puis on a l'humeur aqueuse qui est juste ici, donc ça va être entre la cornée et le cristallin. Okay? Le cristallin, c'est comme le petit ballon de football ici. Okay? C'est notre lentille. Okay? Ça, on l'avait déjà vu en classe cette année quand on parlait des lentilles convergentes et divergentes. Ben ça, ici, là, c'est une lentille convergente. Okay? Donc, c'est comme un petit ballon de football qui a cette forme-là, puis qui va s'aplatir ou se bomber en fonction de l'angle de la lumière. Si je regarde un objet qui est super proche, ben mon cristallin, il va devoir bomber au max pour pouvoir faire converger les rayons lumineux ici sur notre rétine. Okay? Si je regarde un objet super loin, bien évidemment, mon cristallin il va s'aplatir le plus possible pour pouvoir faire converger les rayons juste ici, encore une fois, dans notre tache jaune. On a l'iris qui est la couleur de notre œil. Donc, si moi j'ai les yeux verts, mon iris est vert. On a la cornée, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui est le prolongement. Et le cristallin, mais ça, c'est ce que je vous parlais, le petit ballon tout bas. Okay. La pupille ici, c'est l'ouverture de l'iris. Okay? Fait que c'est vraiment la boule noire. L'iris, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contrôler la lumière qui va rentrer. Donc, ça grossit la pupille ou ça la rapetisse en fonction de la lumière. Vous allez voir, là, si on est dans un endroit qui a beaucoup de lumière puis ça fait mal aux yeux, nos pupilles vont devenir super petites pour en laisser passer un peu moins. Si on est dans le noir ou dans une zone où il y a moins d'éclairage, ben c'est sûr que là, la pupille va grossir un peu plus pour essayer d'aller chercher le plus de lumière, donc plus d'informations sur notre environnement. Ça, c'est pour l'anatomie de l'œil. On a ensuite les fonctions. Je vous les ai dit en comparant, dans le fond. Je vais vous envoyer quand même le PowerPoint. Je vais le mettre en fait sur Didacti pour que vous puissiez les regarder un peu plus lentement. Mais je vous ai vraiment expliqué les différentes fonctions de chacun. Le rôle du cristallin, comme je vous expliquais, c'est le ballon de football. Okay? Donc là, quand on a un objet loin, le cristallin va s'aplatir pour faire converger les rayons sur la rétine. À l'inverse, il va grossir, donc bomber, lorsque l'objet va être près. Okay? On avait parlé des problèmes de vue déjà un peu. Donc, évidemment, il y a la myopie. Pardon. Donc, la myopie, ça va être quand on a de la difficulté à voir les objets de loin. Et la presbytie ou l'hypermétropie, ça va être lorsqu'on a de la difficulté à voir les objets de près. Souvent, ça va être les personnes plus âgées. Pourquoi ça arrive? En fait, c'est parce que leur bande de bord, donc leur cristallin, il y a de la difficulté à s'étirer avec le temps ou à bomber. Donc, les personnes plus âgées vont avoir de la difficulté à voir de près à cause de ça. On a ensuite l'anatomie de l'oreille. Donc, ici, l'anatomie de l'oreille, on va pas regarder toutes les fonctions, mais en gros, vous avez ici donc le pavillon. Okay, ça, c'est l'extérieur, c'est vraiment la zone qu'on voit à l'œil nu. On a ensuite le canal auditif. Donc, c'est là quand on utilise un Q-tip, okay, un coton-tige, c'est vraiment la zone où on va insérer le coton-tige pour ramasser la cire. On a, désolé, on a le tympan qui est ici. C'est ce qui reçoit les vibrations. Okay? Donc, quand il y a une onde sonore qui se promène proche de nous, on entend du son, elle rentre dans notre oreille, elle va cogner sur le tympan pour faire une vibration qui va faire vibrer les petits osselets ici, qui va faire vibrer ensuite la cochlée, donc ici. Okay? Comment ça fonctionne? C'est donc que le tympan va vibrer, les petits osselets vont vibrer, ils vont faire vibrer donc la cochlée. Et ici, vous avez le vestibule, donc ça, c'est l'organe qui relie la cochlée et les vestibules juste ici. Pardon, les canaux sémicirculaires, juste ici. Mais c'est vraiment la cochlée qui est comme le limaçon, là, ça, c'est super important. C'est ça qui contient les cellules nerveuses auditives. Okay? Donc, dans la cochlée, vous allez voir, c'est attaché directement au nerf auditif, juste ici. Le nerf auditif, encore une fois, c'est un des nerfs crâniens qui permet de recevoir l'information directement au cerveau puis de traiter l'information. Okay. Donc, le tympan tape, vibre les petits osselets, ça fait vibrer les cils vibratiles de notre cochlée et ça envoie l'information donc à notre zone 8, au nerf auditif qui est relié à notre cerveau. Okay. Vous avez ici les canaux sémicirculaires. Ces canaux-là,
à quoi ça sert? C'est qu'ils forment comme un labyrinthe rempli de liquide, puis ça nous sert d'équilibre. OK? Ils sont attachés au nerf de l'équilibre, encore une fois, un nerf crânien. Donc, ce que ça nous permet, c'est quand les gens, c'est d'avoir un certain équilibre. Donc, si le liquide dans notre tête il est à l'envers, ben ça va nous indiquer qu'on est la tête à l'envers, etc. OK? Fait que ça, c'est vraiment en lien pour gérer notre équilibre. Puis quand on tourne, OK? Quand on tourne beaucoup, là, quand le sentiment d'être étourdi, quand on tourne beaucoup sur nous-mêmes, ben c'est ça aussi. OK? C'est les liquides qui vont nous faire perdre l'équilibre parce qu'ils sont trop mélangés. Donc ça, c'est pas nécessairement en lien avec l'audition. Donc ça, c'est pour l'anatomie de l'oreille. On a évidemment bon, la captation des sons. Ici, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, ça rentre ça passe par le pavillon, ça rentre dans le canal auditif, frappe le tympan, frappe les osselets, frappe le vestibule, qui frappe la cochlée, et ensuite, ça s'en va dans le nerf auditif, jusqu'au cerveau. Le maintien de l'équilibre, encore une fois, c'est comme je vous expliquais, donc, le liquide va bouger, les cils vibratiles vont bouger eux aussi, puis ça transmet l'information au cervelet par le nerf de l'équilibre, donc relié à notre cerveau évidemment, qui va nous permettre donc de comprendre le mouvement. Par la suite, on a le toucher, donc en lien avec le toucher, je vais vous parler de l'anatomie de la peau. On avait déjà parlé à plusieurs reprises donc de la transmission avec les sections 4.2, 4.3, avec la transmission de l'information. Okay? Donc évidemment, on sait déjà qu'il y a des récepteurs sensoriels, donc nerveux, partout sur notre corps. Quand on touche notre peau, évidemment, il y en a plusieurs qui nous permettent de ressentir ce contact-là. Okay? Donc, on a le derme, on a l'épiderme, pardon, le derme et l'hypoderme. Okay? Et ça va être les différentes sections de notre peau. L'épiderme, ça va vraiment être la couche supérieure, donc là, où il y a les peaux mortes, okay? Où il y a certaines cellules vivantes. C'est vraiment ce qu'on peut toucher directement avec nos doigts. Okay? Les récepteurs sensoriels, ils sont juste ici. Okay? Donc, ils sont juste en dessous du derme, de l'épiderme, pardon. Okay? Donc, on a la zone du derme ici. On a le derme qui est tout là. Puis, on a l'hypoderme qui est vraiment juste en dessous, là, la dernière section, qui est composée de cellules adipeuses. Donc, quand je vous avais parlé des cellules là, qui attrapent le gras puis qui le gardent puis que ça vit 7 ans, je sais pas si vous vous rappelez de ça, ben c'est exactement ces cellules-là, les cellules adipeuses. Okay? Donc, eux, ils vont être comme isolants parce que ça donne chaud, parce que ça va faire une épaisseur de gras. Puis, évidemment, ça va être des réserves d'énergie. On a donc, comme je disais, les récepteurs sensoriels qui sont juste là, okay? Juste sous l'épiderme. Okay? Ces récepteurs sensoriels-là, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui se demandent pourquoi ça coupe autant quand on se fait un paper cut. Donc, quand on se coupe avec une feuille de papier, la raison pour laquelle, donc, ça fait super mal, c'est à cause, justement, que lorsqu'on se fait un paper cut, ça va directement aller toucher, ça va couper notre couche d'épiderme, ça va directement aller toucher à nos nerfs, nos récepteurs sensoriels. Donc, c'est pour ça qu'on le sent aussi longtemps quand on se coupe avec un papier. Vous avez ensuite les glandes sébacées, donc ça, c'est ce qui permet de sécréter la sueur. Les muscles qui permettent de lever les poils quand on a froid ou quand on a des frissons à chair de poule. Et on a évidemment, encore une fois, les glandes sudoripare qui vont faire la sueur. Donc, on a la sueur, on a le sébum qui est un mélange de sueur, de gras. Et les deux vont être excrétés sur la peau. Les fonctions de la peau, évidemment, il y a plusieurs fonctions principales. Évidemment, la plus importante, ça contient les récepteurs sensoriels. Okay? Donc, c'est sûr que les récepteurs sensoriels vont nous permettre donc de toucher, de ressentir des sensations. Ici, vous avez, ce qu'on aurait regardé normalement au microscope, là, vous avez des différentes couches. Okay? Donc là, vous voyez ici que les cellules sont beaucoup plus grandes, sont beaucoup plus réparties. Ici, mais ça serait notre hypoderme. Ça protège les organes internes aussi comme fonction. Donc, évidemment, si on n'avait pas de peau, tous nos organes, tous nos muscles, ça serait à l'air libre. Donc, c'est sûr que là, il pourrait avoir des problèmes en lien avec ça. Constituer une barrière, même chose. OK? Donc, ça protège notre corps. Ça va éliminer certains déchets, comme je le disais tout à l'heure avec la sueur, le sébum. Ça va produire de la vitamine D pour favoriser l'absorption de calcium. Et ça va contribuer au maintien de la température corporelle. Évidemment, comme avec la couche d'isolant, la couche de gras qu'il y a dans l'hypoderme, ben c'est sûr que ça va nous permettre d'avoir un peu plus chaud. Les récepteurs sensoriels vont donc nous permettre de détecter les sensations, douleurs, température, vibration, étirement, de se faire toucher, peu importe.
ça se regroupe pour former des nerfs sensitifs, donc ils vont se rattacher ensemble pour aller faire vraiment une zone plus sensible. Et ils ne sont pas répartis uniformément. OK? Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a qui sont chatouilleuses dans votre groupe, il y en a qui ne le seront pas, puis il y en a qui ne le seront jamais dans ces zones-là. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas uniformément. Des fois, on a vraiment des zones qui vont avoir plus de récepteurs sensoriels pour aucune raison, alors que des fois, il va y avoir des autres qui vont en avoir plus pour protéger certains organes, tout simplement. On a ensuite l'odorat. Donc, l'organe principal de l'odorat, c'est évidemment le nez. Le nez, comment c'est fait? C'est vraiment avec des taches olfactives. Ce que ça veut dire, c'est que on a évidemment nos narines qui nous amènent à nos fosses nasales. Donc, la cavité, c'est tout ça. On a les molécules odorantes qui vont pénétrer. Donc, quand je respire, il y a des molécules odorantes qui vont rentrer dans mes fosses nasales. Puis, ces molécules-là, ben, ils vont permettre de toucher à certaines zones sensitives. Okay. Il y a des odeurs qu'on peut sentir, il y a des odeurs qu'on ne peut pas sentir à cause justement de nos taches olfactives puis de nos bulbes olfactifs. Donc, les bulbes olfactifs, ça va être vraiment c'est la base, si on veut, du nerf olfactif. Encore une fois, un nerf crânien. Donc, qui vont réagir avec certaines molécules odorantes. Si on n'a pas les cils olfactifs pour répondre à ces molécules-là, on ne va pas sentir. C'est pourquoi les chiens, par exemple, qui ont des cils olfactifs et des bulbes olfactifs beaucoup plus nombreux, mais les cellules olfactives, dans le fond, ils vont être spécialisés dans la détection de certaines odeurs. Donc, les chiens en ont beaucoup plus. Ce que ça fait, c'est qu'ils vont sentir beaucoup plus de différentes odeurs et ils vont sentir beaucoup plus fort. Donc, ici, vous avez donc le bulbe olfactif qui est en lien avec le nerf olfactif. On a les glandes à mucus qui vont sécréter le mucus. Les cellules olfactives, comme je disais, qui eux vont vraiment recevoir l'information. Pardon. Et puis, on a les cellules olfactives qui, eux, vont détecter les odeurs. Donc, les cellules olfactives et les cils olfactifs sont vraiment rattachés ensemble. Puis, ben, c'est pas mal ça pour le nez. Honnêtement, le nez, c'est vraiment assez... On n'ira pas trop en détail là-dedans, étant donné qu'on n'en parlera pas trop cette année. Mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on va développer en secondaire 5 en biologie. Pour le goût, maintenant, on a l'anatomie de la langue. Okay? Donc, évidemment, la langue, je pense que ça, la plupart de vous le savent. On a plein, quand on tire notre langue, on voit plein de petits picots sur notre langue. Ces petits picots-là, c'est des papilles gustatives. Okay? Ces papilles gustatives-là vont contenir des bourgeons gustatifs qui, eux, vont avoir des récepteurs sensoriels qui vont goûter, encore une fois, certains goûts distincts. Donc, il y en a qui vont goûter le sucré, il y en a qui vont goûter l'amer, il y en a qui vont goûter le sûr, et ainsi de suite. Okay? Fait que ça, c'est vraiment comment ça fonctionne. Les papilles gustatives sont réparties sur certaines zones. Okay? Donc là, ici, on voit que sur le bout de la langue, on va plus goûter le sucré, alors que sur le côté, le salé. Évidemment, ça peut être un peu mélangé. Okay? C'est pas exactement ces zones-là. Des fois, il y a certaines personnes qui vont avoir des zones comme d'acide, par exemple, beaucoup plus grandes que salées, ou l'inverse. Ça peut vraiment varier dépendamment de la personne. Mais c'est sûr que ces zones-là vont nous permettre de ressentir différentes saveurs différentes. On a 3 types de papilles. Donc, les papilles fongiformes, qui sont partout sur la langue. Les papilles filiformes, qui sont surtout sur les côtés. Donc, ils vont nous permettre surtout de goûter le salé et un peu l'acide. Et on a les papilles caliciformes, qui sont plus grosses, mais moins nombreuses. Mais on va les retrouver là vraiment, je sais pas si vous voyez ici la zone, là, ça va surtout être cette zone-là. Donc, c'est un peu plus gros. C'est des points plus gros, mais qui vont être plus vers l'arrière. Donc, eux vont vraiment plus goûter l'amer et l'acide, pardon. Donc, vous avez les saveurs et vous avez des exemples de goût juste pour vous situer. Donc, qu'est-ce qui rentre dans l'acide, qu'est-ce qui rentre dans le salé. Mais je vous demanderai pas d'apprendre ça par cœur, évidemment. Ça, c'était pour la section 4.4. Donc, je vais vous demander maintenant de faire les activités 1 à 6 de cette section-là. Vous allez les retrouver, évidemment, sur ma biblio-RP. Donc, vous faites les activités interactives. Puis ensuite, vous allez pouvoir faire les activités supplémentaires de cette section-là. Je vais continuer avec la section 4.5. Vous allez voir, celle-là est pas trop longue.
elle devrait nous prendre vraiment moins de temps que le premier. Donc, pour le système musculo-squelettique maintenant, le système musculo-squelettique, c'est évidemment musculo, donc les muscles, et squelettique, pardon, le squelette. Vous avez les pages de votre manuel 136 à 141. Moi, je vous conseille fortement de faire, vous pouvez surligner dans votre manuel pendant que vous écoutez la présentation. Puis, par la suite, vous faites les exercices de façon interactive, évidemment. Pour le système musculo-squelettique, on a évidemment la partie squelettique, donc squelette. On a 206 os dans notre corps. Ces os-là vont nous permettre, donc, évidemment, de nous maintenir, de nous garder en équilibre et de nous permettre des mouvements. Donc, ça, c'est vraiment super important. Normalement, tous les os, on les aurait appris. On les apprendra pas cette année. Mais, oui. Donc, il y a 206 os. Vous voyez donc ici, sur les os de la main et des pieds, il y a beaucoup de petits os là-dedans qui nous permettent donc justement plus de mouvement. Un os, c'est dur, donc on n'a pas le choix d'avoir des os qui vont être coupés pour pas marcher comme des robots. On a la fonction des os, comme je le disais, évidemment, le support. Okay, donc, c'est une structure qui va être rigide, donc ça nous permet un certain maintien de la posture et ça nous supporte. Il y a évidemment la protection, donc il y a certains, la plupart des os vont protéger certains organes. Donc, si on pense à notre crâne qui protège notre cerveau, ici, on a la cage thoracique, donc nos côtes qui vont protéger nos poumons et nos organes du ventre. Puis, on a évidemment le mouvement. Okay, donc, on a besoin des os qui se soient durs pour déplacer ou soulever certaines parties de notre corps. Il y a aussi l'entreposage. Okay? Donc, il y a des matières grasses qui vont être réparties là-dedans. Puis, il y a aussi beaucoup de minéraux de calcium, de phosphore qui vont se retrouver dans nos os. Okay? Je suis sûre que vous avez déjà entendu vos parents dire « Ah, buvez du lait pour être fort, avoir des os forts puis bien grandir. » C'est un peu ça, dans le fond. Okay? Fait que le calcium va nous permettre de garder nos os en santé, forts et bien, et avec suffisamment de minéraux. On a aussi la moelle osseuse, donc qui se retrouve ici dans le milieu. Ben ça, c'est la cavité là, qui nous permet de produire des éléments figurés, comme les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Okay? Fait que ça, là, ils sont créés dans cette moelle osseuse-là. Il n'y en a pas dans tous les os. Il faut que ce soit un os assez gros quand même, mais c'est vraiment super important, donc, pour créer ces éléments figurés-là. On a 4 types d'os. Donc, on a évidemment l'os long. Ici, là, ils nous ont montré le fémur de la jambe, par exemple. Ben, c'est vraiment l'os long. Ça va être plus long que large, toujours. Et on pourrait penser avec ces os longs-là. Pardon, encore une fois. Donc, avec les os longs, on a évidemment les bras, les jambes, les cuisses. Okay? Donc, c'est vraiment les parties longues de notre corps qui vont rentrer dans cette catégorie-là. Pour les os courts, okay? On va surtout les retrouver dans les poignets et les chevilles. Donc là, vous voyez, c'est des petits os en forme cubique. Okay? Fait que ça serait ceux-là, là. Les petits cubes là dans le poignet. Ça serait des os courts. Ils vont être principalement constitués d'os spongieux, comme on le voyait précédemment. Donc, ici, okay? Dans l'os spongieux, ça va comporter des cavités, donc c'est juste que c'est troué un peu. On a les os plats. OK, là, évidemment, je sais que le crâne, c'est pas plat techniquement, il y a une certaine courbe, mais c'est l'épaisseur. OK, étant donné que c'est aplati, ça va rentrer dans la catégorie d'os plats. On a donc le crâne, le sternum, donc juste ici, on a les omoplates, évidemment, et les côtes. OK, les côtes aussi vont être aplaties, donc, même s'ils sont longues un peu, ils vont rentrer dans cette zone-là, dans cette catégorie-là, pardon. Puis, on a l'os irrégulier, mais ça, c'est ceux qui ne fitaient pas dans les 3 autres catégories. Donc, ils vont avoir une forme irrégulière. Les vertèbres rentrent là-dedans, donc de notre colonne vertébrale, parce qu'ils ont tous des formes différentes. Puis, ça va être évidemment composé d'os compacts et d'os spongieux. Ça va varier dépendamment de quel os qui rentre là-dedans. Pour les articulations, maintenant, l'articulation, c'est le point de jonction entre 2 ou plusieurs os. Okay? À quoi ça sert les articulations? C'est évidemment le mouvement.
Donc, ça nous permet un certain degré de mobilité, puis ça nous procure donc une liberté de mouvement. Ici, vous voyez donc le ligament qui attache les deux os ensemble. On a la capsule articulaire, donc la zone qui est autour, qui va protéger le mouvement et qui va lubrifier. OK? Fait que ça nous permet de garder le liquide synovial, donc qui va lubrifier, qui va permettre le mouvement pour que ça glisse. Un peu comme l'huile. Okay? Donc, c'est un peu comme de l'huile à moteur. Donc, ça va se retrouver entre nos os pour être sûr que ça ne frotte pas ensemble et que ça ne glisse pas. Puis, on va avoir le cartilage articulaire, qui est juste là, la zone blanche, qui, encore une fois, ça va diminuer l'usure. Fait que ça se retrouve vraiment sur la base de notre os. Ça permet que les deux os, ils bougent ensemble sans trop maganer, donc sans user trop nos os. Les fonctions de l'articulation, comme j'ai expliqué, c'est vraiment le mouvement. Okay? Donc, il y a certaines articulations qui vont être immobiles. Elles ne vont pas bouger, comme le crâne. Il y a certaines articulations qui vont être semi-mobiles, donc comme nos côtes, ils vont bouger un petit peu, mais pas vraiment là, pour permettre donc à nos poumons de gonfler ou dégonfler. Puis on a des articulations qui vont être mobiles, soit dans un seul plan, donc ça me bouge dans une direction. Mettons mon bras, je peux le plier seulement dans une direction, je peux pas le plier à l'envers. Puis on va avoir dans plusieurs plans, comme par exemple nos hanches. Mais nos jambes, on peut les tourner. Ou mes épaules. Donc je peux tourner mes épaules dans plusieurs angles. Je peux le monter, le descendre, aller en arrière ou en avant. Il y a plusieurs plans possibles. La mécanique des articulations, ça, honnêtement, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, étant donné que c'est des mouvements que vous avez vus en éducation physique. On a évidemment extension-flexion, donc ça va augmenter l'angle ou diminuer l'angle entre les deux sections du corps. Abduction, adduction, même chose, ça va augmenter la distance entre un membre et la médiane du corps, donc le centre de notre corps. Puis on va avoir la rotation, ben là c'est un mouvement qui tourne, tout simplement. Pour le système musculaire, donc on a évidemment les muscles. On a énormément de muscles dans notre corps, ok? Ici, ça dit environ 640. Juste dans notre visage, on en a une centaine, ok? Donc, c'est plein de petits muscles qui nous permettent donc de contracter afin de permettre un certain mouvement. Okay? Évidemment, il y a des os qui vont être, des muscles, pardon, qui vont être beaucoup plus gros. Si on pense au quadriceps de la cuisse ou si on pense au biceps de nos bras, ben c'est sûr que ça peut être des muscles qui vont être beaucoup plus gros, qui vont nous permettre de plus de mouvement. Mais il y en a aussi des très petits qu'on ne voit pas, qu'on sent pas trop, mais qui sont là pour nous permettre justement de sourire ou d'avoir des expressions faciales. De lever nos sourcils, par exemple. Ça peut paraître niaiseux, mais il y a plusieurs muscles qui permettent ce mouvement. On a 3 types de muscles. Donc, le muscle squelettique, le muscle lisse et le muscle cardiaque. Pour le muscle squelettique, c'est celui qui va être attaché, donc fixé aux os du squelette ou à la peau. OK, fait que ça, c'est à retenir. C'est ce qui permet aux os de bouger. Ça va être fort, mais peu endurant. Fait que là, c'est là qu'on a, par exemple, nos quadriceps, nos triceps, nos biceps, tout ça. Donc, c'est des muscles là, qu'on doit... ils sont forts, c'est des gros muscles, mais ils peuvent pas travailler super longtemps. On a ensuite les muscles lisses. Les muscles lisses, ça va nous permettre les mouvements involontaires ici. Okay? Il y en a plusieurs qui se rappellent probablement que les mouvements involontaires, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Fait que ça va être des mouvements comme, par exemple, la contraction de ma vessie quand j'ai envie d'uriner. Ça pourrait être mon estomac qui digère. Mon estomac, il va bouger, ça va contracter. Puis ça, par exemple, les contractions, quand on parlait du péristaltisme dans notre système, donc avec le chapitre 3, quand on parlait du péristaltisme dans nos intestins, pardon. Donc, on avait du péristaltisme qui contractait les muscles pour permettre d'avancer la nourriture. Tout ça, c'est des choses que nous, on ne contrôle pas, c'est notre corps qui décide. Évidemment, ça va être moins fort, c'est des petits mouvements, mais ça va être très endurant parce qu'ils vont faire ça très, très longtemps. Donc, quand ça digère, là, ça peut digérer pendant des heures. Quand il y a du péristaltisme, même chose. Puis, le troisième type, c'est le muscle cardiaque. Ce muscle-là, évidemment, il va être super fort, super endurant. C'est le muscle de notre cœur. Okay? Fait que c'est les muscles qu'il y a dans nos ventricules. Là, c'est sûr que c'est dommage que vous n'ayez pas disséqué les cœurs cette année, mais vous auriez vu vraiment l'épaisseur du cœur, comment c'est fort, puis comment ça permet de contracter pendant longtemps et fort. Les fonctions des muscles. Donc, on a évidemment le mouvement, la posture, la stabilisation des articulations et le dégagement de chaleur. Quand on fait du sport, on a chaud
Pourquoi? Parce que nos contractions se transforment en chaleur. Okay? Fait que ça, c'est vraiment une des fonctions qui nous permettent de maintenir notre corps à une certaine température. Ça, c'était tout pour la section 4.5. Donc, on a terminé le chapitre 4. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à m'écrire. S'il y a des choses que vous comprenez pas ou des concepts que vous n'êtes pas sûr, c'est super important. C'est des matières qu'on va revoir en secondaire 5 si vous venez en biologie. Donc, c'est sûr que je veux vraiment que vous compreniez bien cette matière-là. Puis c'est surtout que c'est notre corps, donc c'est super intéressant de le comprendre. Vous avez les activités de la section 4.4 et 4.5 donc à faire et les activités supplémentaires. Passez une belle semaine. Bye!